Le Centre pour le développement des bonnes pratiques en santé de l'hôpital central de Yaoundé et la chaire d'éthique du soin organisent la 18e édition du Café éthique ce 19 juin 2024. Le thème du jour porte sur le soignant face au conflit d'intérêts. Une opportunité essentielle pour encourager le dialogue et renforcer les pratiques éthiques dans le domaine de la santé. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du Café éthique. Nous démarrons avec quelque peu de retard. Nos excuses pour ceux qui sont en ligne, tout simplement parce qu'il y avait une activité au Centre Pasteur et certains participants ont annoncé ce retard et nous avons décalé. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le soignant face au conflit d'intérêts dans le contexte camerounais. C'est un sujet qui est intéressant à plus d'un titre et c'est un sujet qui est également d'actualité pour plusieurs raisons. Comme d'habitude, nous allons avoir un propos introductif pour camper les échanges, puis nous allons commencer les échanges avec les participants, ceux qui sont en ligne comme ceux qui sont présents ici à la salle Laurence Verne de l'hôpital central de Yaoundé. Je voulais commencer avec un verset de la Bible. Dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 6 verset 24, il est écrit « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. » On pourrait dire, dans le contexte qui est celui du soin, nul ne peut servir deux intérêts à la fois, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois le patient et l'argent. Les conflits d'intérêts touchent à l'enjeu des rapports entre soins et argent, et au risque de commercialisation de la santé. Le conflit d'intérêts va nous placer au carrefour de l'exercice du métier de soignant, de l'argent et de la moralité. La moralité ici est entendue comme la mesure de valeur d'une prise de décision et du comportement humain. Dans le vocabulaire de la moralité, on va entendre des mots ou des substantifs tels que droit, tels que responsabilité, tels que vertu, des adjectifs comme bon, mauvais, vrai, faux, affecté, afin de garantir que la pratique médicale, infirmière ou médico-sanitaire ou pharmaceutique est conforme à des normes qui sont prédéterminées. Dans tous les pays, il y a des codes de déontologie. Donc la déontologie va s'attacher à une fonction ou à des responsabilités ou à des devoirs particuliers qui sont bien réglementés. L'éthique, quant à elle, va nous questionner sur ce qui est bon ou mauvais dans la recherche du bonheur pour tous et va donc se référer à la réflexion critique sur les valeurs qui permettent de réaliser de manière raisonnable les besoins des individus et de la société. Pour nous résumer, l'éthique va être l'affaire du savoir, alors que la moralité va concerner le faire, le comment on fait. Donc l'éthique du soin, en ce qui concerne les conflits d'intérêts, va se positionner donc dans l'espace où il faut faire des choix concrets entre les devoirs de la morale, les sanctions, obligations de la déontologie. Pour ce qui nous concerne ce soir, il s'agit pour nous d'échanger sur le soignant face au conflit d'intérêts. Quelles sont les règles qui sous-tendent
les justifications a priori ou a posteriori des décisions ou des actions des soignants qui vont garantir que c'est l'intérêt primordial du patient qui est en avant. Comment faire pour s'assurer qu'on préserve l'indépendance du soignant en tant qu'expert vis-à-vis de l'appât du gain, notamment à travers des liens financiers avec l'industrie pharmaceutique, les pharmacies, les laboratoires d'analyse médicale, les centres d'imagerie médicale ou les laboratoires d'exploration fonctionnelle. La dichotomie, c'est-à-dire la prise d'intérêt dans la prescription et dans la réalisation des examens, c'est-à-dire les reversions ou les ristournes qu'il y a, est formellement interdite par les codes de déontologie médicale, infirmière et pharmaceutique dans quasiment tous les pays du monde. En clair, je ne peux pas, je ne devrais pas prendre des intérêts en amont et en aval dans la démarche diagnostique ou la démarche thérapeutique. Je suis orthopédiste. Est-ce que je dois conditionner la réalisation d'un geste chirurgical par l'achat des implants que je vends? Je suis radiologiste interventionnel. Est-ce que je dois tirer bénéfice des aiguilles de biopsie en même temps que je décide moi-même de faire les biopsies sans qu'il n'y ait l'intervention d'un collègue? On peut citer plusieurs exemples. En France, par exemple, le code de déontologie est explicite. La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Nous l'avons copié dans le code de déontologie au Cameroun. Et on va jusqu'à dire que je ne devrais pas envoyer des patients chez un pharmacien. Et dans le premier texte, il était interdit d'avoir dans le même immeuble des cabinets de santé et des pharmacies. Pourquoi cette interdiction? C'est pas seulement pour éviter ces conflits, mais c'est surtout pour garantir que l'appât du gain ne va pas détruire la confiance vis-à-vis des professions soignantes ou encore vis-à-vis du système hospitalier ou du système de santé d'une manière générale, n'est-ce pas? De manière concrète, donc, dans notre contexte, pour cet échange de ce soir, les questions sur lesquelles nous voulons échanger. Comment distinguer les liens d'intérêt et les conflits d'intérêt? Le lien d'intérêt, on peut bien voir que pour telle ou telle raison, un professeur d'université doit publier des articles, donc il peut recevoir un financement de recherche par un laboratoire, mais à partir de quel moment le fait qu'il ait fait de la recherche financée par le labo va influencer sa présentation des résultats ou l'imposition de l'implication de ces résultats en faveur de la recherche qu'il a effectuée. La question commence à devenir intéressante. Comment les conflits d'intérêts qui impliquent donc une altération de la décision ou du jugement doivent être évalués? Les liens plus ou moins nombreux entre les soignants et les industries, parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui exercer notre métier de médecin, d'infirmier ou de technicien médico-sanitaire sans l'industrie, puisque la technologie sanitaire est présente partout. Comment réagir face à certaines circonstances particulières où l'on peut constater qu'il y a malhonnêteté intellectuelle, qu'il y a manipulation, qu'il y a corruption ou qu'il y a filouterie? Le cas classique, aller chercher un matériel qu'on sait qu'il n'est pas disponible en pharmacie et que le malade, une fois qu'il aura fait le tour de la ville, reviendra vers vous pour dire « je n'ai pas trouvé » et finalement, on va lui proposer le produit qu'il cherchait dans toute la ville à un prix qui n'est pas le juste prix, par exemple. Comment résister à cette tentation-là du conflit d'intérêts? Comment établir que dans un moment, dans une situation particulière, le jugement de l'expert a été altéré? Comment former, comment préparer les soignants
à se prémunir des conflits d'intérêts? Quelles sont les dispositions contextuelles qui sont nécessaires pour que dans notre contexte, les soignants puissent faire face aux conflits d'intérêts? Voilà les quelques propos introductifs qui ont été préparés pour cette séance d'aujourd'hui. En résumé, le conflit d'intérêts est rampant, omniprésent dans tous les systèmes de soins parce qu'il y a des liens entre la pratique des soins et la technologie. Et les frais ou les soins sont payants. Donc, la présence du cash dans le système de santé peut créer l'appât du gain. Et le conflit va naître lorsque l'appât du gain fait sortir l'expert de son indépendance et sa décision est altérée parce qu'il veut gagner quelque chose. Il y a plusieurs manifestations dans notre contexte. Chacun peut en citer. On passera la parole tout à l'heure. Mais nous devons également savoir qu'il y a un encadrement qui est déontologique, qui existe. Mais cet encadrement déontologique est-il optimal? Est-il effectivement mis en œuvre pour éviter que les uns et les autres ne tombent pas dans le piège d'un exercice de la médecine ou des soins sous un aspect mercantile et que ne contribue pas à galvauder la qualité des soins ou la confiance que les usagers ont vis-à-vis du système hospitalier ou du système de soins. Merci pour votre attention. Donc, les échanges sont ouverts. Celui qui veut prendre la parole, il lève le doigt, on lui passe la parole. Il y a quelques questions qui ont été posées. Si nous pouvons essayer d'échanger, je vais les rappeler. Quelles sont les manifestations, n'est-ce pas, des conflits d'intérêts dans notre environnement? Nous en avons cité quelques-uns. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment peut-on avancer pour distinguer entre les liens qui existent entre les soignants et les industries et les situations de conflit? Comment faut-il réagir lorsque le conflit est constaté et qu'il est manifeste? Comment nous pouvons faire pour mieux former les uns et les autres à faire face? Les échanges sont ouverts. Oui. Ok, merci, professeur. À la question, quels sont les autres, vraiment, vous avez vraiment fait le tour. Je suis en train d'imaginer pour trouver encore quel peut en être. Et nous avons souvent cette situation, je dirais, beaucoup plus de paternisme médical. Peut-être en la réduisant, on peut un peu réduire déjà. Parce que très souvent, quand le patient est là, en position de faiblesse, quel que soit son niveau de connaissance et de ce choix, quand le praticien ne veut pas respecter, naturellement, vous êtes obligé de vous plier. Ce ne serait qu'une d'ailleurs si je donne des exemples là-bas. Donc, c'est vraiment déjà ça, cela. Mais les grands conflits aussi, il y a celle les médecins et les professionnels pharmaceutiques. Je me souviens, il y a quelques années, on nous a approchés dans un groupe pour que nous prenions des actions dans une industrie pharmaceutique. Quand j'ai levé pour me dire non, ce n'est pas concevable, ça a fait peut-être 2 mois de discussion, mais finalement, heureusement, les aînés m'ont donné raison, parce qu'on est allé dans le code de déontologie, reprendre des articles, les lire et les expliquer. Bon, j'ai peut-être cet avantage que je suis intéressé à la chose depuis longtemps, et ils ont compris que vraiment, s'ils le font, c'est une faute. Parce qu'il est inconcevable, si je suis médecin, je suis
actionnaire dans l'industrie qui fabrique n'importe quel médicament que vous dites là. Prenez le plus simple. Et il s'agissait effectivement, je crois que c'était du paracétamol, je ne sais pas quoi. Il s'agissait vraiment d'un médicament très courant. Je leur ai dit, vraiment, ce serait dangereux. Et je crois qu'on a respecté ça, c'était vraiment... du moins, je me souviens que les gens n'avaient pas pris. Je ne sais pas si par derrière ils l'ont fait, mais en tant que groupe, l'idée du groupe, nous avons fait valoir cet aspect-là. Comment ils doivent être évalués, les conflits d'intérêts? Oui, vraiment, c'est cela. Je ne sais pas, ce que nous avons pu travailler avec des groupes américains, c'est beaucoup plus sur l'épidémiologie, la recherche, mais ça peut s'appliquer. Tout ce que vous avez dit, c'est ça. Le soignant doit être responsable. Il doit vraiment avoir une éthique individuelle qui, en fait, le met devant ses responsabilités. Parce que c'est toujours très difficile. Vraiment, on ne fera pas les gendarmes derrière chaque soignant. Mais quand il a prêté serment, l'autre jour, nous parlions à un groupe, on disait, le serment, c'est une prière. C'est ça l'esprit de serment depuis Hippocrate. Ce sont des prières. Même les versions qui ont changé. C'est vrai, il n'y a plus les dieux tels, mais quand même, on prie que si on fait bien son métier, qu'on soit couvert d'honneur. Et vraiment, on voit toujours que si on le fait bien, on va toujours l'avoir. Donc, c'est cette approche que nous pensons qu'on va continuer à insister, que ce soit auprès des jeunes praticiens de l'école ou bien ceux qui sont déjà sur le terrain, pour leur dire, la profession médicale, elle est noble, elle a un pouvoir, mais il ne faut pas les laisser vraiment sans qu'il y ait un contre-pouvoir en face. Merci. Ok, merci beaucoup. Autre point? Oui, merci pour ça. En vous suivant, on a l'impression que on a affaire à un combat asymétrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout à l'heure, depuis le début de la semaine, nous sommes dans la semaine de la drépanocytose. Et partout où nous sommes passés pour suivre des communications, vous allez voir en première page un ensemble de logos. C'est-à-dire au point où vous demandez la place même de la communication. C'est tel film pharmaceutique, plusieurs intervenants privés. Alors, on se pose la question. J'ai parlé de conflit asymétrique dans un autre contexte, le contexte de guerre réelle. Est-ce qu'il y a vraiment match? Bon, peut-être l'exception, c'est vous ici à l'hôpital central. Quand je prends votre feuillet là, je vois juste for best practice in health, pour les bonnes pratiques. Ensuite, c'est tout. Mais ailleurs, vous avez l'agression du marketing, le branding, comme on l'appelle en marketing. Est-ce que vraiment il y a possibilité pour vous de résister à cet assaut? Parce que nous sommes dans un lieu d'échange, mais quand on vient, on repart dans la réalité des choses, on a l'impression que dans ce combat, le rapport de force ne vous est pas du tout favorable. C'est ce que je voulais dire. Ok, je peux commenter que effectivement la problématique aujourd'hui dans la réglementation, c'est d'admettre que l'exercice médical ou l'exercice infirmier ou l'exercice pharmaceutique n'est plus possible sans la technologie. Et cette technologie ou cette industrie, elle a sa place. Mais il faut, dans une logique de transparence, éviter la détérioration des perspectives parce que on est dans des intérêts commerciaux. Il y a des pays qui ont réglementé le branding ou le marketing. Dans notre pays, par exemple, il est interdit de faire la publicité des médicaments. Il est interdit de faire la publicité des établissements de santé. C'est des règles qui sont claires, qu'on doit éviter d'utiliser les mêmes méthodes commerciales pour les services de santé que pour les produits de consommation. La question aujourd'hui est donc combien de personnes sont conscientes et combien de personnes
sont chargés de vérifier, n'est-ce pas, que ceci est respecté. Il y a des dérives qui parfois sont très discrètes. Lorsque on fait de la publicité des produits ou de soi-disant compléments alimentaires auxquels on prête des vertus médicamenteuses, c'est quelque chose qui est formellement interdit par la loi et le code de déontologie. Faire de la publicité pour des tradis praticiens, à partir du moment où on dit qu'on offre des soins de santé, on ne devrait pas faire de la publicité. Un hôpital ne devrait pas faire de la publicité dans des espaces commerciaux. Il y a un certain nombre de textes qui sont prêts et dans beaucoup de pays, il y a donc un code d'éthique pour l'industrie pharmaceutique. Il y a toute une loi sur les relations entre les soignants et l'industrie pharmaceutique. Dans notre jeunesse, nous avons effectué des voyages pour aller à des congrès, tout frais payé par une industrie pharmaceutique, parce que c'est une firme qui avait le monopole des produits de contraste, par exemple, dans l'hôpital où nous travaillons. Et quand il y avait un congrès de radiologie, ils prenaient toute l'équipe de radiologie, leur payaient le billet d'avion, leur payaient l'hôtel, et ça passait inaperçu. Aujourd'hui, l'obligation est de déclarer et chacun doit être clair. Et si l'on est surpris que l'on ne l'a pas fait, ça devient un problème. On est passible d'un conseil de discipline, qu'il s'agisse du côté de l'industriel comme du côté de celui qui en a bénéficié. Effectivement, ce n'est pas contre le marketing. Le marketing doit être discipliné et rester dans l'intérêt des usagers, pas de manière, on va dire quoi, de manière éhontée. Mais est-ce que nous avons déjà donc légiféré, par exemple, sur les interactions entre les industries pharmaceutiques et les soignants dans notre contexte? La question reste posée. Lorsque vous avez des gens qui font de la prescription de certains médicaments qui ne sont pas parmi les génériques et qui refusent de prescrire les médicaments qui sont les génériques dans la politique nationale, c'est dans quel intérêt? C'est toujours dans l'intérêt de santé publique ou c'est dans leur intérêt personnel parce qu'ils ont une ristourne sur le nombre de prescriptions? C'est autant de questions, n'est-ce pas, qui restent claires. Et est-ce que nous pouvons discipliner et avoir un code d'éthique sur le marketing des produits de santé? La question, là également, reste ouverte. Oui? Autre commentaire? Question? Sur les manifestations? Oui, oui, oui. Ok, merci. C'est vraiment très complexe, mais il y a des cas où vraiment on devrait surtout vraiment beaucoup attirer l'attention des praticiens. Si dans un hôpital, il y a déjà une pharmacie, il est hors de question qu'un professionnel vende un produit à un patient. Ils peuvent avoir 1000 raisons, dire qu'il n'est pas disponible à la pharmacie, tout cela, mais honnêtement, il faut plutôt être de faire porter son grief à la direction pour que ce soit ça, parce que c'est vraiment ça que nous faisons beaucoup dans le service. Et je pense certaines formations d'autres privés le réussissent assez bien. Moi, je ne me souviens pas avoir rencontré dans un hôpital, surtout confessionnel, quelqu'un qui peut offrir un autre service à titre privé. Peut-être là-bas, la surveillance est vraiment très classique, je ne sais pas quoi, mais vraiment, on devrait arriver à la même chose dans les hôpitaux publics. Le fait de ne pas prescrire un médicament, trouver qu'un médicament qui est disponible à l'hôpital et qui peut en première intention servir le patient,
et penser que c'est plutôt un autre, ben, généralement ce sont les spécialités, ce n'est pas aussi honnête. Que l'on ait le produit ou pas, qu'on le vende ou pas, déontologiquement, on fait déjà une faute. Donc, c'est pourquoi je pense toujours qu'il faut beaucoup attirer l'attention des praticiens, leur renouveler la notion de déontologie, qu'ils doivent savoir effectivement ce qu'ils doivent faire côté en règle. Parce que certains, ils sont très prompts, comme je l'ai dit dans le groupe quand j'ai vu ce titre, à critiquer l'action des hommes politiques ailleurs, alors qu'eux-mêmes, je ne veux pas dire qu'ils en font pire, c'est le moindre mot. C'est-à-dire, on trouve que les hommes politiques font mal ceci, pas cela, mais on rentre dans sa propre pratique, on en fait exactement même pire. Donc, c'est vraiment, on dit quoi, un appel à la conscience. C'est tout ce que je vois. Je ne vois pas comment. Mais actuellement aussi la surveillance, puisque si dans certains hôpitaux, on a ceci, on devait l'avoir. Nous savons qu'au Cameroun, les hôpitaux publics représentent quand même près de 60% de fonctions sanitaires. Et sur le plan géographique, elles ont seules la plus grande dispersion. La plus grande dispersion. Donc, si on pouvait vraiment déjà le faire, ce sera pas de réduit. Moi, je n'ai pris que l'exemple des médicaments. Mais nous reconnaissons aussi que c'est vrai. Dans certaines situations, nous nous souvenons quand nous étions jeunes, quelque part, on s'est fait violence pour ne même pas fournir certains services aux patients. Parce que si on devait prendre l'argent de ces ressources pour le faire, naturellement, il faut que ça revienne. Alors, on s'est abstenu pour dire, on n'offre pas ce service-là. Quitte à ce qu'on vous appelle que vous êtes un demi-médecin, on a dit, on préfère cela. Et c'est vraiment très difficile parce qu'on voit que ceux qui le font, ils se font un peu beaucoup sur du matériel. Ils sont parfois très appréciés. Et vous qui voulez respecter, être très déontologique, vous n'êtes toujours pas très bien vu et on vous dit, ah, celui-là, on ne sait pas de quelle école il est sorti. Donc, si vous dites comment c'est difficile, quand c'est difficile, il faut soit un soutien à distance. Parce que c'est souvent le niveau central qui peut soutenir à distance ces personnes qui se comportent comme ça dans les fins fonds du pays. Merci. OK. Donc, si je comprends bien, la problématique des conditions d'exercice et de pratique des soignants ont une influence sur l'émergence des situations de conflit. Merci beaucoup. Autre commentaire, autre question? Le problème, oui? Bonjour, je vous remercie de m'avoir passé la parole. Je vais m'atteler sur les dispositions à prendre pour résoudre le problème des conflits. On constate, je prends l'exemple des hôpitaux confectionnels, qu'il y a peut-être une stratégie de service intégré. Ça veut dire quoi? Dans un hôpital, on ne laisse pas les malades, les gardes malades trop sortir. On va trouver le laboratoire à côté, la pharmacie à côté. Dès qu'on sort de telle porte, on entre dans l'autre et canaliser le suivi pour que tout se passe dans la sincérité et que les uns et les autres puissent adopter la politique de la structure. Dans les hôpitaux des sœurs, par exemple, on dit que les sœurs sont sévères et on constate que quand les sœurs agissent, tout se passe, tout entre dans le panier et ça nous épargne de certaines pratiques. Je vous remercie. OK, merci. Donc, dans l'organisation, l'encadrement institutionnel, avoir une démarche intégrée avec ce modèle-là des formations sanitaires privées confessionnelles, oui. Autre commentaire, autre suggestion? Oui. Merci beaucoup et je m'excuse pour mon retard. J'avais grand intérêt à venir suivre ce thème des conflits d'intérêts, car nous observons quelque chose. C'est un peu comme si le médecin, quand il me consulte à l'hôpital central, il est moins médecin. Mais il va me référer à FUDA, ou bien il va me référer à... Et puis, vous allez vous rendre compte que
ce qu'on aurait dû payer comme frais de consultation à l'hôpital central serait peut-être 6 fois moins que là où on se retrouve ailleurs. Bon, dans notre sens, il y a conflit d'intérêts. Parce que si le même médecin qui pouvait me consulter ici m'oriente plutôt, bon, effectivement, en mettant beaucoup d'arguments qui te montrent que tu es mieux s'il te consulte ailleurs, alors comment est-ce que c'est un conflit d'intérêts? Et si ça en est un, comment est-ce que on peut adresser une réponse à ça? Merci. OK. L'une des premières formes, effectivement, du conflit d'intérêts, c'est le détournement des malades vers les formations sanitaires privées. Et cette double pratique, ici, est effectivement réprimandée. Le malade qui a choisi une formation sanitaire ne devrait être référé vers une autre formation sanitaire que pour aller voir un autre collègue. C'est la fameuse situation d'autoréférence. Je peux vous voir à l'hôpital central, mais je vous dis de me voir ailleurs. C'est vraiment la situation d'autoréférence de patients qui est la première démonstration du conflit d'intérêt. On ne tient pas compte de ce que ce patient a fait la démarche de venir chercher des soins dans une formation sanitaire et on le renvoie ailleurs. Pour quelle raison on le renvoie ailleurs? Surtout que l'on sait que là-bas, il paiera plus cher que ce qu'il a fait, sans compter le temps qu'il aura perdu. Et or, s'il est venu me voir à l'hôpital public et que je sois médecin à l'hôpital public, je dois lui offrir le même service partout où il me consulte sans avoir à l'esprit cette dimension financière. Donc, c'est vraiment l'une des formes qui est souvent la plus décriée ou la plus remarquable. Il y a de la réglementation dessus. C'est interdit formellement. Mais comment on fait pour reconnaître qu'il y a eu détournement et quelle est la démarche pour sanctionner les détournements? Là également, c'est une question qui est ouverte. Comment on arrive à le faire dans le contexte et qui est-ce qui peut assurer dans la police de ce type de situation? Ailleurs, le fait qu'il y ait un tiers payeur fait que je ne peux pas consulter un médecin à l'hôpital public et il me refait dans une clinique privée. Parce que le moment venu, si je vais à la clinique privée, je ne serai jamais remboursé. Et le même médecin qui m'a vu à l'hôpital public, quand il demandera à se faire rembourser, il ne pourra pas se faire rembourser. Donc, du coup, ça devient pratiquement impossible dans les systèmes où il existe une assurance maladie, où le soignant a un numéro d'identifiant attaché à une formation sanitaire et il ne peut pas toucher, il ne peut pas être remboursé ou être payé, ses honoraires ne peuvent pas être payés dans deux formations différentes puisqu'il a une accréditation dans une des formations sanitaires, pas les deux. Donc, tant que nous resterons dans un système où il y a le cash, nous le disions, et que le malade doit payer lui-même directement, dans l'économie du cash, ça devient compliqué parce que parfois, certains n'osent même pas dire qu'on leur a demandé d'aller là-bas parce que nous avons eu des situations en tant que responsable à l'hôpital où quand on essaie de mener l'enquête, le malade n'ose rien dire puisqu'il est effectivement en position de vulnérabilité vis-à-vis de son soignant et il ne veut pas les problèmes parce qu'il veut accéder à la santé. Donc peut-être la bonne solution, c'est le tiers payeur qui peut réguler et dire docteur tel, il est identifié dans telle formation sanitaire, il ne peut pas avoir le même patient dans les deux formations sanitaires. Peut-être que c'est l'une des solutions. Et le contrôle médical
l'expérience du chèque santé nous a révélé les bénéfices du contrôle médical dans les zones d'expérimentation du chèque santé pour la prise en charge des femmes enceintes. Il y a des choses qui se sont régulées. Il n'est plus possible dans certains districts de santé de détourner les malades de l'hôpital de district pour les envoyer dans un autre centre de santé ou dans une clinique pour les accouchements. Autre question, autre commentaire? Oui? Question, oui. Merci, c'est à force de, comme vous continuez de voir. Il y a aussi cette, je ne sais pas, cette approche de certains hôpitaux qui peuvent faire le maximum pour conserver leurs médecins sur place, quitte à ce que ce qu'ils peuvent avoir ailleurs, ils peuvent l'avoir par leur hôpital. Il y a un hôpital de Douala qui le fait, oui, puisque en fait, moi j'ai des confrères là-bas, ils ont travaillé dans deux villes différentes, et ils disent qu'ils sont bien comme ça. C'est-à-dire qu'il faut conserver au maximum le professionnel qui, les malades suivent souvent toujours quelqu'un, qui se trouve dans l'eau n'importe où, là, on va aller le voir. Mais c'est assurer là que, mais reste ici, tu offres des heures supplémentaires, après tes heures de service, tout ce que tu offres comme service est payé, ça se partage comme ceci avec l'hôpital. Moi, j'ai trouvé cette approche vraiment intéressante. Je n'ai pas fait vraiment l'étude de cas claire pour dire comment on peut proposer au ministère de la Santé d'y penser. Parce que dans nos grandes villes, il y a nos grandes villes, oui, 2 ou 3, Douala, Yaoundé, peut-être un peu Bafoussam, qui ont une grande charge de cliniques, il faut le reconnaître. Toutes ces cliniques, en fait, se créent ou se multiplient et puisent les patients plutôt des formations publiques. Et le personnel, je ne peux pas dire puiser les patients, c'est le personnel même en fait. Ils n'ont même pas de personnel. Donc, je pense que peut-être cette idée-là peut aussi contribuer si on peut vraiment faire une étude de cas. Merci. D'accord, ok. Qu'il y ait déclaration des conflits d'intérêts, tout simplement que les médecins déclarent où est-ce qu'ils travaillent et qu'on sache de manière officielle si on travaille à l'hôpital central et dans une clinique, que tout le monde sache et qu'on puisse être... Et c'est vraiment la démarche de conflit d'intérêts la déclaration des conflits d'intérêts dans la partie de la transparence. On doit savoir que tel médecin, il travaille dans telle institution et dans telle autre, et que ce soit su de tout le monde, et qu'on soit capable de vérifier que les revenus sont effectivement publics et connus, et ainsi de suite. C'est vraiment la démarche, cette quête de transparence-là. Oui, c'est pas facile, mais ça reste une problématique et une option. Oui, c'est noté. Autre question, autre commentaire? Les jeunes, il faut parler. Oui, oui, oui. Oui, merci, professeur. Au niveau des communautés, on est en train de penser à... Ça veut dire que nous avons une difficulté entre l'assurance communautaire et l'assurance moderne. Je vous donne un exemple. Quand je suis dans une association, il y a la caisse secours dans cette association. Je donne 2500 francs chaque mois. Et on me dit, si tu es malade, on va te donner un secours. Sur les mêmes 2500, si mon épouse est malade, je peux bénéficier d'un secours. Si mon enfant est malade, je peux bénéficier d'un secours. Ce qui fait donc que l'assurance moderne est individuelle, alors que l'assurance telle que pratiquée par la communauté est vraiment communautaire. Cette assurance nous donne la facilité d'en parler dans nos foyers, dans nos communautés, parce que quand je vais à une caisse secours, les miens savent qu'ils ont un intérêt. Mais si je paye l'assurance maladie, j'ai la difficulté à parler de ça
avec les miens, parce que si je contrat décliner un panier, savoir que pour Palu, ça veut dire qu'il y aura ça, il y aura A, il y aura B, il y aura C, il peut ne pas avoir D, mais si c'est C, il peut avoir D, de sorte que nous puissions nous préparer au sein de ces organisations, parce qu'elles sont déjà nombreuses, et nous pensons qu'on peut, comme par exemple ce que l'Occident a expérimenté, le ticket modérateur. Peut-être que nous, on peut dire avec la formation sanitaire que nous pourrons prendre en charge 5 000, si c'est le paludisme, mais si ça va au-delà de 5 000, vous allez le demander à notre membre. Nous pensons aussi que ça peut limiter davantage l'acceptation d'aller trouver un médecin ailleurs, mais plutôt la confiance que nous avons avec la formation sanitaire par rapport à notre contrat. OK. Merci beaucoup. Vous, la situation que vous présentez est la situation typique dans laquelle il peut y avoir plusieurs conflits d'intérêts. La première chose est la confiance. La deuxième chose est de pouvoir gérer ce que les assureurs appellent l'aléa moral. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a une assurance maladie, on a tendance à lui prescrire tout, puisqu'il peut être payé, il peut être remboursé. Donc, il y a moins de décisions optimales, c'est-à-dire le fait d'être assuré crée une surdépense de santé. Ça, c'est un des problèmes. Et maintenant, dans certains pays, vous n'étiez pas là lorsque je parlais de la prise ou le partage des risques entre des groupes de patients et des formations sanitaires. C'est qu'à un moment donné, en fonction de ce que vous avez comme budget, vous risquez soit d'avoir des soignants qui sont avec vous, qui s'organisent et vous donnent des soins en fonction de l'intérêt qu'ils ont, de la prévisibilité qu'ils ont. Ce n'est plus tellement vos questions de santé qui les intéressent, mais c'est la sécurité financière que vous leur apportez. Et ça, on l'a observé dans plusieurs mutuelles, et c'est ce qui a fait que plusieurs mutuelles ont eu des difficultés de survie. C'est-à-dire que dès que les gens ont une mutuelle, notamment dans les contextes africains, ils signent des accords avec des cabinets ou des cliniques. Et systématiquement, lorsqu'on a fait des enquêtes pour voir le niveau de rationalisation, il n'y avait pas de rationalisation. Les gens viennent ramènent le grand classique, c'est mon beau-père est malade, comme c'est moi qui dois payer, c'est moi qui suis assuré, je dis que j'ai la maladie de mon beau-père, n'est-ce pas? Et puisque c'est un homme, et les ordonnances de mon beau-père se retrouvent à mon nom. Et c'est ce qui a donné naissance donc au contrôle médical dans tous les systèmes d'assurance avec la possibilité de vérifier. Parce que une forme de prise ou de conflit d'intérêt, c'est justement cet abus, n'est-ce pas, dans la dépense. Et donc, il y a vraiment la altération du jugement du soignant parce qu'il a une visée financière derrière. Maintenant, l'autre solution, c'est la solution, on dit, les assureurs parlent d'études actuarielles, c'est ça? Voilà, donc il faut faire une étude actuarielle qui actuellement estime les risques potentiels et la capacité à assumer en faisant des scénarios en fonction de la sinistralité des membres dans votre organisation de mutuelle, c'est-à-dire quels sont les risques de maladie, combien coûte en moyenne
tel ou tel épisode de maladie par rapport à ce que vous cotisez. Donc, pour analyser la viabilité, il faudra peut-être recourir à ces études-là et éventuellement avoir ceux qui peuvent faire de la réassurance. Parce que les mutuelles ont eu beaucoup de difficultés justement parce qu'il n'y avait pas un organisme qui faisait la réassurance. Au lieu d'avoir votre argent que vous conservez, vous avez épargné votre argent. Cet argent pourrait rapporter de l'argent, n'est-ce pas? C'est parce qu'il peut rapporter de l'argent que le fait de se mettre ensemble devient bénéfique. C'est pas de l'avoir gardé sur place. Or, tous les systèmes d'assurance maladie peuvent assumer parce que l'argent qui a été épargné peut être prêté et rapporter des intérêts, n'est-ce pas, qui font donc que le système peut devenir fiable. Donc ça, c'est le petit élément de réponse, mais ce système-là comporte également beaucoup de vulnérabilité vis-à-vis des conflits d'intérêts. Autre commentaire? Autre contribution? Non? Major? Non? Petit commentaire. Allez-y, il n'y a pas de petits commentaires. Hein? Tous les commentaires sont importants parce que la notion de conflit d'intérêts, parfois on n'en a pas conscience et nous devons prendre progressivement conscience de son importance dans notre pratique. Allez-y. Je vais prendre le cas des prescripteurs, Oui. des bilans biologiques, radiologiques, etc. Donc, le cas où un médecin spécialiste qui prescrit les examens à faire, étant donné que peut-être le délégué médical est passé et lui proposer des pourcentages pour ces examens, et exiger maintenant à son patient d'aller faire les examens dans ce dit laboratoire, alors que le patient pouvait faire ses examens sur place. Généralement, les patients se trouvent souvent embarrassés parce que peut-être s'il a choisi la structure, c'est parce que peut-être il a moins de moyens, mais il peut se trouver embarrassé parce qu'il a peur que s'il fait ça là, peut-être le médecin ne pourra pas interpréter ces résultats et avoir peut-être la conduite à tenir. Donc ce dernier, il y a certains qui partent même et qui durent parce qu'ils cherchent peut-être l'argent pour pouvoir réunir et faire ces examens. Donc je pense qu'il y a conflit d'intérêt à ce niveau. Ok. Effectivement, vous décrivez là une manifestation de ce qu'on appelle la dichotomie. C'est-à-dire que un soignant a doublement ou triplement intérêt dans une ordonnance ou dans une prescription qu'il fait. Et ça, c'est formellement interdit. Tous les codes de déontologie l'interdisent. Mais si il n'y a pas de police, ça devient rampant. Il y a une anecdote que l'on raconte qu'il y a dans une ville camerounaise un centre de diagnostic qui a été obligé d'expliquer aux impôts pourquoi parmi les honoraires qu'ils redistribuaient, la liste comportait peut-être 300 ou 400 noms, alors que eux-mêmes n'avaient qu'une dizaine de personnels. C'est-à-dire que le système semble établi que si j'ouvre un laboratoire, je vais rétribuer ceux qui envoient les examens se faire chez moi. Mais ce que je renvoie là, c'est une ressource, c'est une dépense de personnel.
Mais sur le plan fiscal, au nom de quoi je paye ces personnes-là? Et ce centre s'est retrouvé confronté à un contrôle des impôts qui lui demandait de justifier pourquoi il payait ces personnes-là. Est-ce parce qu'elles étaient des clients ou parce qu'elles étaient un personnel? Mais il n'y avait pas de contrat d'emploi de ces personnels-là. Et ça a refroidi un certain nombre de personnes, justement, par rapport à ces pratiques-là. Mais celle que vous décrivez est une pratique typique de la dichotomie qui est interdite. Je ne dois pas demander un examen complémentaire parce que j'attends un bonus après. Je ne dois pas imposer à un malade d'aller chercher un médicament dans une pharmacie ou d'aller faire tel ou tel examen à tel endroit parce que parce que j'attends une ristourne de cet endroit-là. C'est formellement interdit. Le code de déontologie du Cameroun est clair, très clair là-dessus. Et d'ailleurs, c'est dans tous les pays, mais effectivement, parce que peut-être nous n'avons pas un mécanisme de police pour veiller à ça. Et là, par exemple, le cas que je vous raconte, c'était vraiment assez impressionnant parce que l'inspecteur des impôts a dit, OK, il n'y a pas de problème, si c'est des salaires, je veux les contrats d'emploi de ces personnes. Et je veux vérifier que vous avez retenu. Si c'est donc que c'est des vacataires chez vous, même là, je veux le contrat de vacation. Si vous leur avez payé les salaires, est-ce que vous avez retenu les cotisations sociales? Est-ce que vous avez retenu l'impôt sur le revenu? Ou si vous dites que c'est des indemnités, est-ce que vous avez retenu les 11, je ne sais pas combien de pourcents que l'on doit retenir sur les indemnités? Et c'est là où cette entité a dû se ressaisir et prendre conscience que ce qu'elle faisait n'était pas normal. Donc c'est une forme rampante qui est vraiment problématique dans le système. Et classiquement, on observe lorsqu'on évalue qu'il y a surprescription, des prescriptions pas toujours justifiées. Et dans le cas particulier, la spécialité que je connais, c'est souvent des demandes de scanner chez des patients qui ne devraient pas faire de scanner. Et c'est vraiment tout bénef, on sait que de toute manière, le scanner sera normal. Mais si le malade a payé, c'est tellement facile de faire ce scanner normal que tout le monde y gagne. Et sauf le patient. Que tout le monde y gagne, sauf le patient. Et donc, on se retrouve dans cette connivence entre le prescripteur et le réalisateur. Et c'est effectivement très problématique. C'est l'une des formes classiques contre laquelle, depuis Hippocrate et Galien, le système, le serment l'interdit de manière formelle. Autre point, oui. Merci professeur pour la question. Je souhaiterais aborder le volet des comatologues, des spécialistes. Lorsque les malades viennent, peut-être qu'ils trouvent que le spécialiste n'est pas là où il y a en congé ou bien hors du pays. On a souvent l'habitude de leur dire que bon, il y a tel médecin qui consulte, il y a tel médecin qui peut le prendre en charge. Il y en a qui obtempèrent, ils acceptent, mais d'autres préfèrent aller dans la clinique du spécialiste sous prétexte que peut-être là-bas il va trouver plus de faveur ou bien le coût sera allégé. Et on a souvent du mal à convaincre les patients, mais il y en a qui obtempèrent. Je voudrais savoir si c'est un conflit d'intérêt et si c'est un conflit d'intérêt, comment faire pour remédier à ce conflit. Merci. OK. Donc, l'un des conflits d'intérêt, alors je vais relire.
Il y a conflit d'intérêt quand le jugement d'un professionnel sur un sujet d'intérêt primaire est indûment altéré par un sujet d'intérêt secondaire, gain financier, intérêt de carrière ou rivalité personnelle. Donc, ce que vous venez de décrire est un conflit d'intérêt. Ce n'est pas parce que je ne suis pas là que les collègues qui me remplacent pendant que je suis absent ne devraient pas faire le travail et qu'on devrait faire attendre le patient parce que moi je ne suis pas là. Et souvent ça va se jouer à cela. Le malade se retrouve pénalisé à cause de cela. Donc son intérêt, c'est qu'on le diagnostique rapidement, qu'on le soigne rapidement pour qu'il soit guéri rapidement et qu'il retourne à une vie normale. L'absence d'un spécialiste, logiquement, l'organisation permet que quand un spécialiste n'est pas là, il y ait quelqu'un qui le remplace. Donc, faire attendre le malade parce que le spécialiste n'est pas là, ou dire que comme c'est mon patient, il va attendre que je revienne de vacances ou que je revienne de voyage pour qu'il soit soigné, c'est typiquement la troisième option c'est la rivalité personnelle. Qu'on dise que c'est moi et pas l'autre, d'accord? Donc, c'est également une situation de conflit d'intérêt. Donc, idéalement, face à ça, c'est d'essayer de mettre au devant que disent les directives. Quelqu'un s'est cassé la jambe. Comment on le soigne? Soit on peut lui mettre le matériel parce qu'il en a les moyens, on le met le plus rapidement, on ne devrait pas attendre. Soit il n'a pas les moyens, il y a une option qu'on lui fasse le plâtre et il va guérir, la facture va se consolider ou le traitement va suivre son cours puisqu'il y a toujours plusieurs options. Il n'y a pas une option qui soit liée à un individu. Dès qu'on rentre dans cette logique-là, on rentre dans la problématique de la rivalité personnelle. Et c'est une forme de conflit d'intérêt. Oui? Le spécialiste n'est pas là. Il y a un médecin qui est là sur place pour. Oui. Mais les patients, ils préfèrent seulement l'autre. Ils préfèrent attendre, même comme on dit que dans c'est tel personnel, tel spécialiste peut vous prendre en charge. Il insiste ou bien il préfère aller dans sa clinique, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse le prendre en charge. Il y a une personne qui est là, qui coordonne, ainsi de suite. Donc, ok. Donc, ce que je dis, le conflit va apparaître, peut apparaître par rapport aux soignants. Si c'est moi, je propose un projet thérapeutique à quelqu'un qui refuse. Il a le droit, n'est-ce pas? En tant que soignant, je lui dis, voici ce que je vous propose. Mais sa famille décide que ce que je propose ne leur convient pas. Ils ont le droit, n'est-ce pas? Moi, si j'ai mis en premier l'intérêt du malade et que la famille fait un autre choix, c'est la problématique de la famille. Ce n'est plus moi le soignant. Le malade a le droit de refuser, puisque le principe éthique dit, je ne peux pas soigner quelqu'un qui n'est pas d'accord, n'est-ce pas? Le respect de la liberté, le consentement de la personne. Dans cet autre cas-là, ce n'est plus un conflit d'intérêt pour le soignant, puisque la famille choisit ce qu'elle veut comme soin. C'est un conflit si moi je dis, par exemple, si moi je disais à des collègues, parce que je suis leur chef, que quand je ne suis pas là, que je n'entende pas que quelqu'un a soigné des malades. C'est là où ça devient un conflit, c'est-à-dire je rentre dans la logique de rivalité individuelle. Je ne veux pas entendre que dans mon service, pendant que j'étais absent, quelqu'un d'autre est resté faire quelque chose. C'est là où ça devient un conflit. Mais si c'est la famille ou le malade qui dit qu'il préfère une offre de soins différente, c'est son droit le plus absolu. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il y a un doigt là-bas. Bonsoir.
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci pour la parole donnée. Je voudrais aborder la manifestation du conflit d'intérêts en ce qui concerne les actes médico-sanitaires. Je prends le cas des infirmiers en salle. On peut noter la manifestation de conflit d'intérêts lorsque les pratiquants fournissent les consommables ou les médicaments aux patients. Et ces patients-là sont souvent passés en premier rang, ils sont prioritaires dans l'administration des soins délégués, même l'affection également, alors que celui qui allait acheter ailleurs ou en pharmacie de l'hôpital passe en second rang. Et nous pensons que comme résolution, les affiches qui sont partout, n'acheter les médicaments qu'en pharmacie ne sont pas suffisantes. Nous pensons que si en postant au niveau de chaque coin où il y a les gardes malades, les agents de la caisse qui sensibilisent suffisamment les gardes malades sur ce point, ça pourrait améliorer et diminuer ce conflit-là. Également au niveau de la hiérarchie, une certaine motivation, parce que la motivation est un élément très important dans la pratique. Lorsque quelqu'un est motivé, il pose l'acte de façon aisée. Et comme motivation que nous pourrions proposer, il y a par exemple la reconnaissance des meilleurs personnels, les lettres de félicitations, les lettres d'encouragement, ne serait-ce que même mensuellement lors des réunions, que l'on dise que dans telle équipe a été la meilleure parce qu'on n'a pas reçu de plainte, ou alors semestriellement ou alors annuellement que l'hôpital organise et prime les meilleurs personnels qui respectent l'éthique. Merci. Ok, merci beaucoup. Effectivement, c'est l'une des situations, la fameuse vente de médicaments par les soignants. C'est une manifestation effectivement du conflit qui ne dit pas son nom et qui est souvent très larvé. Et c'est vraiment pris dans une logique de discrétion où quelqu'un est littéralement prisonnier et on crée de la discrimination. Celui qui a pris les produits ou les consommables chez moi est vraiment mon malade et celui qui n'est pas, c'est vraiment la caractéristique. Voilà, c'est le malade de l'hôpital. Celui-là n'est pas mon malade, c'est le malade du directeur. Hein? Et c'est vraiment, merci beaucoup de soulever cet aspect-là. Des mesures ont été prises pour éviter que les gens ne vendent des consommables ou des produits. Ça va continuer, mais effectivement, le point sur la sensibilisation, je crois que nous le notons bien, qu'il faut que les malades soient également avertis pour ne pas se retrouver prisonniers. Qu'on leur dise clairement qu'ils ne sont pas obligés de subir, n'est-ce pas, ou d'être des victimes résignées de ce conflit où leur intérêt primaire est bafoué aux dépens de l'intérêt pécunier des soignants. Le point sur la motivation, effectivement, comment faire résister les uns et les autres, c'est de continuer à leur assurer cette noblesse et la reconnaissance de la dignité du métier de servir sans asservir les patients. Merci beaucoup pour ce point-là. Oui. ABC, effectivement, oui. Donc, cette reconnaissance-là, de manière régulière, est rappelée aux uns aux autres. OK. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres questions? Oui. Merci, professeur, pour la parole donnée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Professeur, le conflit d'intérêts dont j'aimerais faire partage ou alors demander une question, c'est celui-ci. Dans le cursus de formation, par exemple, ou le cursus de spécialisation, les résidents
lorsqu'ils sont résidents seniors, sont amenés à mener des consultations externes pour le compte de certains de nos patrons. Et parfois, en consultation externe, vous avez ce patient-là qui est suivi par le patron, bien suivi depuis un certain moment, et qui, vous l'avez en face de vous et il vous pose ce problème-là que, mais docteur, j'aime bien votre façon de consulter. Est-ce que vous n'avez pas une structure particulière où vous travaillez, ou alors est-ce que dorénavant je peux vous compter comme mon médecin traitant? Nous avons la casquette d'apprenant et nous sommes confrontés à ça. Est-ce que dans ce cas-là, on parlera de conflit d'intérêts? Comment gérer ce genre de situation pour rester en étroite, pour rester bien aux yeux de nos maîtres déjà et pour continuer à respecter la déontologie? Merci. Ok, très bonne question. Effectivement, très pratique. Alors, pour analyser les conflits d'intérêts, il faut convoquer la morale, il faut convoquer la déontologie et il faut convoquer l'éthique. Je consulte en nom et place de mon collègue, même s'il est mon patron, à partir du moment où nous sommes tous médecins, il est collègue. Dois-je accepter qu'on critique mon collègue devant moi et que je devienne complice de cette critique? Le code de déontologie me l'interdit. Je ne peux pas devenir complice d'une critique d'un collègue, n'est-ce pas? C'est défaut de confraternité. Je faute dans la dimension de la confraternité. Ok. Maintenant, la dimension, toujours dans l'éthique, je suis l'apprenant d'un maître. Puis-je accepter de récupérer les patients de mon maître qui m'a donné l'opportunité de le remplacer parce qu'il veut me former? Le serment nous dit que nous devons loyauté à nos collègues tout autant qu'à nos maîtres. Est-ce que l'acte que j'aurais posé dans ce cas-là serait un acte loyal? Je ne pense pas. Et maintenant, sur le plan déontologique, à partir du moment où je consulte en nom et place de mon maître, je devrais lui rendre compte, n'est-ce pas, de tout ce qui s'est passé à sa consultation. Et enfin, est-ce que, en tant qu'apprenant, j'ai le droit de consulter en privé? Logiquement, non. Donc la bonne, si on peut dire, la bonne, oui, pour éviter le mauvais geste ou le mauvais comportement, la bonne décision, c'est d'apprécier et de remercier le patient de son appréciation de ce que vous faites et de lui dire poliment, si je suis aussi bon, c'est parce que mon maître m'a formé, n'est-ce pas? Vous coupez court à cela parce que après, vous risquez d'être pris à défaut, non seulement par rapport à votre situation comme médecin, l'obligation de confraternité, l'obligation de loyauté vis-à-vis de vos maîtres et votre maître qui est également votre collègue parce que vous avez tous prêté le même serment. Je ne sais pas si j'ai clarifié. Voilà. Autre commentaire? Oui? Thank you. Good evening to everybody. Good evening. Yes. I would like to know, Professor, if maybe a health professional, if you have to send a patient out for an exam, when maybe in the hospital we don't have the facility here, and you have to send the patient out for the good of the patient, are you against the ethic and deontology? Even if where you are sending the patient, you have some interest there, but you are sending him for his good because the facilities are not available in our hospital.
is it conform or not conform of in regards to the ethic and deontology? Thank you. Okay. So usually the conflict will raise in situation where there are several options. It's an exam that could be available or a modality of workup that is available in your own institution or is not available. If it's contraire à l'éthique et à la déontologie en particulier, parce que là c'est clair, c'est vraiment une règle. Si vous avez un souci et qu'il est démontré au tribunal que vous avez touché de la ristourne, vous serez condamné. C'est la discipline professionnelle qui va vous condamner avant d'aller même au tribunal, n'est-ce pas? C'est admettre la corruption dans ce que vous touchez en retour. C'est qu'on l'a pris indûment au malade. Ça signifie qu'il aurait pu faire cet examen à un coût moindre. D'accord? Or, vous prenez ce coût moindre à votre compte. Pour quel motif? Et donc, ça devient une espèce d'incitation à augmenter les coûts des prestations. Et une fois qu'on vous a donné, même quand la modalité va devenir disponible dans votre hôpital, vous aurez tendance à oublier, n'est-ce pas? Et il y a également des situations qui ont été constatées dans ces environnements-là, puisque le responsable du conseil de discipline de l'hôpital que je suis, on a des situations de comportement malhonnête, n'est-ce pas? On va dire que la machine de l'hôpital est en panne, n'est-ce pas? Parce que on a commencé, et c'est ça la part du gain. C'est ça le côté pervers de la part du gain. Donc, on va maltraiter, entre guillemets, ou utiliser, ou mal utiliser les équipements hospitaliers parce qu'on escompte ou on espère ces ristournes. Le principe de la ristourne est interdit. C'est mauvais. Il n'y a pas d'autre mot. C'est mauvais. Et ça ne peut pas se justifier. Toutes les réglementations sont claires là-dessus. D'accord? Donc maintenant, moi j'avais une question pour notre médecin légiste. Est-ce qu'il y a eu des situations, des antécédents de procès où ces notions-là de dichotomie ont été au premier plan? Merci, professeur, mais je répondrai pour le moment, nous n'avons pas encore été requis concernant des cas. D'accord. Pareil. Ok. D'accord. Ok. Donc nous ne sommes pas encore arrivés là au niveau du Cameroun. Moi, j'ai souvenir que dans mes années de jeunesse, il y a eu un procès retentissant en France qui concernait la spécialité de mon directeur. C'est-à-dire l'urologie, où on a fermé un réseau de cliniques et d'imagerie et un labo d'anatomopathologie dans le sud de la France autour des biopsies de prostate, diagnostic de cancer de la prostate et de prostatectomie qui étaient littéralement structurés pour que les gens gagnent de l'argent. Et ça a été assez retentissant. C'était milieu des années 90 dans le sud de la France. En clair, l'histoire c'était un groupe d'urologues, quelques-uns, ils n'étaient pas si nombreux, posaient le diagnostic de toucher rectal suspect, faisaient les biopsies, qu'ils envoyaient dans un réseau, dans un labo, qui trouvait presque systématiquement qui avait cancer de la prostate, et les prostatectomies étaient faites
C'était des prostatectomies radicales qui étaient faites en série sur des prostates qui n'auraient pas dû être des prostatectomies. Et bien sûr, les résultats étaient forcément bons puisqu'il n'y avait pas, il n'y avait pas de cancer, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de cancer, mais on a fait, et c'est lorsque quelqu'un a voulu vérifier la situation que ça fait boum. Et il y a une série de cliniques qui ont, et il y a même on a découvert que c'était vraiment organisé et les têtes de proue ont été condamnées, exclues de l'ordre des médecins, condamnées à la prison et obligées de dédommager les victimes. Voilà. Donc, nous arrivons à 18h30. S'il y a encore des commentaires ou des questions, on va en prendre et on... Oui. Merci pour ce. Donc, je voudrais que vous reveniez un peu sur le cas que la dame du fond a souligné dans la confraternité. Le fait de je sais pas, chercher à récupérer le malade de son confrère et encore à fortune de son patron. Peut-être, il faudra vraiment toujours insister aux jeunes, ce soit un jeune professionnel, que s'il a une aura qui doit grandir, ça doit grandir. Ce n'est pas en prenant le malade de son patient. C'est vrai, vous l'avez dit, il doit savoir arrêter une telle conversation qui est devenue très personnelle entre le patient et lui, alors qu'il sert en place d'une personne. Je sais que ce n'est pas facile, je ne parle pas, nous on a des expériences aussi peut-être personnelles ailleurs, même ici à Yaoundé. C'est vrai, on était en session régulière quand étant étudiant, nous allions dans les cliniques tel. Mais certains cliniques voulaient nous employer, des institutions voulaient nous employer, alors que nous les étions dans le cadre d'une clinique et d'un patron, on a dit, déontologiquement, ce n'est pas ça. Donc la violence, on quitte, bon, nous on devait déjà quitter la ville, et j'avais même choisi de quitter la ville. C'est très fréquent. Donc, je voudrais, parce que vous avez lu l'étude, là, il y avait une place sur laquelle le conflit est très clair. Nous pensons que ça doit même être affiché. Parce que certains le font un peu... Il y a tout de l'ignorance dedans en soi. Ou bien, on l'ignore en fait, même si on n'est plus tiré vers le gain. Mais qu'on sache que c'est clair, que c'est comme cela. Merci beaucoup. Ok. Effectivement, le point sur la rivalité personnelle, la problématique, c'est l'un des conflits qui est le plus difficile à résoudre. La faute classique, c'est, il y a un collègue qui m'a référé le patient. Je constate que c'est un patient qui a un certain nombre d'avantages sur le plan pécunier. J'oublie que le patient m'a été référé et que le devoir de confraternité, c'est de renvoyer le patient vers le collègue qui me l'a envoyé et récupérer le patient référé par un collègue sans en référer à celui qui l'a référé. C'est également un conflit d'intérêt parce que les raisons pour lesquelles je le fais, c'est soit pour des raisons matérielles, soit c'est par rivalité personnelle. Et donc, l'un des plus difficiles donc à gérer, c'est celui-là. Quand on est jeune, on veut se faire une réputation. Les malades veulent faire des transferts, mais vous recevez le patient parce que quelqu'un d'autre vous l'a envoyé. Il est dans votre obligation de renvoyer le patient vers le collègue. Quitte à ce que vous expliquiez au collègue et que vous parliez avec le collègue parce que vous êtes dans l'équipe de soins de ce patient-là. D'accord? Donc, il faudra vraiment faire attention. Et l'autre piège classique, c'est le malade va dire du mal des collègues devant vous. Le patient va dire du mal. Il va exprimer son doute vis-à-vis. Vous devez tout faire pour couper très court à ça, éviter que ce type de conversation s'éternise. Parce que sinon, vous tombez sous le coup de la rivalité personnelle. Parce qu'on flatte votre ego, vous pensez que vous avez le droit de récupérer ce patient-là. Et la forme classique
du piège, c'est le malade revient parce qu'il a fait ses examens ailleurs et vous dites, mais ils sont nuls, n'est-ce pas? Pourquoi vous dites ils sont nuls? Parce que vous avez un conflit d'intérêts parce qu'il y a ceux avec qui vous êtes bien, n'est-ce pas? Et donc, à partir de ce moment-là, comme le malade là ne vous a rien rapporté, il est nul à votre compteur financier et les autres sont nuls à votre compteur financier parce qu'ils vous ont rien donné. Donc, c'est vraiment un des aspects qui est très important pour les professions soignantes dans nos contextes. Ok, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à monsieur le directeur, professeur Pierre-Joseph Fouda, qui a plusieurs exemples de conflits d'intérêts, mais également l'expérience dans comment gérer cela pour son mot de fin. Merci beaucoup. Je voudrais féliciter notre centre de bonnes pratiques d'avoir mis sur la table ce sujet qui est épineux et même douloureux. Quand vous avez commencé par une citation de la Bible. Moi aussi, je vais terminer par une citation de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu a créé toutes choses par la parole. La première chose qu'il a fait de ses mains, c'est quand il a créé l'homme. Et pour créer Ève, la femme de Adam, il l'a endormi. Ça veut dire qu'il lui a fait l'anesthésie générale. Il a ouvert le côté. Il a enlevé la côte et il a refermé. C'est le seul acte humain que Dieu a fait, la médecine. Nous sommes donc des instruments qu'il utilise pour soigner les êtres que lui, il a créés. Ce qui fait que la médecine est le métier le plus noble, une grande noblesse. Je ne connais pas un seul médecin entré dans l'école de médecine, dans la faculté de médecine, pour venir arnaquer les malades, pour venir escroquer les malades. Enfin, je n'en ai pas connu. Noblesse oblige éthique, oblige déontologie, oblige morale, et rime avec le respect qu'on a envers nous. Et ce respect vient de la confiance qui s'établit entre nous et la société. Nous sommes proches. Moi, je suis l'aîné. Nous avons été formés. On a connu une certaine médecine que nous pratiquons. Je me pose la question, où est-ce que nous avons fauté? Pour que du jour au lendemain, ça bascule complètement dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous avons évoqué beaucoup de situations, en fait, qui ne sont que des symptômes. Quelle est la maladie? Je pense que nous devons planifier un jour
pour trouver l'origine de cette maladie, pour pouvoir apporter des solutions définitives. Et la maladie ou les maladies, il y en a certainement. Pourquoi nous, à notre époque, jusqu'à aujourd'hui, on a une certaine tenue et les jeunes que nous formons dérapent. Je compte sur le centre de bonnes pratiques pour que nous puissions diagnostiquer la maladie, parce qu'un médecin diagnostique la maladie et maintenant propose le traitement. C'est sur ce mot-là que je voudrais m'arrêter. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Quels sont les déterminants de la dérive? Quelle est l'étiologie de la dérive? Pourquoi le dérapage ou la maîtrise des envies a disparu? C'est une maladie compliquée. Nous allons chercher les étiologies. C'est parce que nous avons déjà une partie des étiologies que nous avons organisé cette séance, mais nous allons continuer. En fait, les questions ou les points qui ont été abordés révèlent bien que l'exercice social de la médecine, lorsqu'il n'est pas construit sur des hommes et des femmes qui essaient de rester à jour pour reconnaître quels sont les risques auxquels ils sont exposés, ils peuvent parfois dériver sans se rendre compte parce qu'ils ont été contaminés par le contexte social alors qu'ils sont supposés être les garants d'une certaine manière de faire. Et l'un des constats est que souvent, les échanges sur des problématiques éthiques restent très théoriques et ne montrent pas du doigt ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, parce que peut-être on est trop dans la logique de tout relativiser. Ça se fait, pourquoi les autres le font, pourquoi je ne vais pas le faire? Et cette dimension de la relativité ou du relativisme a certainement son rôle à jouer. Quelles sont les solutions? C'est vous qui faites souvent référence à Diogène. Continuons de chercher l'homme et donnons à cet homme-là les valeurs. Donnons à cet homme-là les valeurs. Donnons à cet homme-là les valeurs de la tradition, vous l'avez dit, de la noblesse du soignant, de la dignité qui doit être celle du soignant, de sa mission qui est de restaurer l'homme rendu vulnérable par la maladie, et peut-être nous commencerons à voir le bout du tunnel. Donc merci aux uns aux autres pour votre participation, ceux qui étaient en ligne et ceux qui étaient ici. Nous parlions du soignant face au conflit d'intérêts. Nous avons évoqué certaines manifestations des conflits d'intérêts dans le contexte qui est celui du Cameroun. Nous avons évoqué comment faire face éventuellement à ces conflits d'intérêts en renforçant la connaissance des soignants, en les motivant davantage pour qu'ils deviennent des ardents défenseurs de la noblesse du métier. Il y a besoin d'ajustements dans la manière de fonctionnement et peut-être rappeler les exigences du code de déontologie. Quelqu'un me faisait remarquer à la préparation de ce café éthique que notre code de déontologie a été conçu le siècle dernier et que peut-être il peut y avoir des ajustements à y faire pour que un certain nombre de notions qui sont devenues plus explicites de nos jours
soit remise dedans pour que les plus jeunes qui ne font plus beaucoup d'histoire de la médecine puissent savoir ce que c'est notre métier. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'encadrement au sein de l'hôpital. Merci aux associatifs. Ce café éthique nous appartient à tous. Le prochain thème sera communiqué. Quelqu'un suggérait qu'il soit autour de l'abus de pouvoir des soignants. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la dimension paternaliste des soignants. Peut-être que ce sera, mais nous allons chercher les experts capables de nous en parler pour la prochaine fois, mais vous serez tenus au courant de la thématique, de la prochaine thématique. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Ce format du Café éthique est une production du Centre pour le développement des bonnes pratiques en santé. Prenez soin de vous et à bientôt.